Donc, alors je vous ai distribué le PowerPoint. On est maintenant arrivé à la prochaine partie de notre étude du corps humain. Monsieur Pécha, quand il a enseigné ça, lui avait fait ça en premier plat, le système sanguin et le système respiratoire. Moi, je l'ai fait à l'envers, mais à l'envers, de ma façon. Okay. Mais c'est pas grave, ça revient au même. Donc, commençons. Donc, si on n'était pas regardé, maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ne croient pas en l'évolution. Si vous ne croyez pas en l'évolution, ben, vous allez peut-être trouver difficile de comprendre ce que j'essaie d'écrire. Si on regarde l'évolution des organismes, les premiers organismes qu'on n'a jamais découverts, même on peut retracer les premiers organismes en regardant les fossiles et ainsi de suite de la Terre. Puis en regardant les premiers organismes, on remarque qu'on a évolué à partir d'organismes unicellulaires qui vivaient proche de l'eau chaude, des volcans. En fait, il y a 4 différents types d'archéobactéries. On a les archéobactéries, les halophiles, on a les thermophiles, on a les... pas les spermophiles. Thermophiles, halophiles, et misère, puis je me souviens pas des deux autres. En tout cas, les cynogènes, non, les bactéries. Non. Donc, en tout cas, ces bactéries-là vivaient dans des endroits extrêmes de la Terre. Et puis plus tard, les bactéries ont commencé à évoluer. Puis plus tard, ce qu'on a remarqué, c'est que les bactéries ont commencé à... c'était plus propice pour eux autres de survivre s'ils pouvaient travailler en équipe. Alors là, ils se partageaient des tâches. Puis plus tard, les bactéries ont commencé à s'accumuler en communauté. Et puis peut-être une belle transition pour ça, ce serait un exemple, ce serait une éponge. Non, pas une éponge, là, quand tu t'en vas prendre ton pain. Okay? L'organisme, l'éponge. Si on prend l'éponge, on appelle ça, c'est un organisme. Il n'y a pas comme de tête ou de yeux, ou de cœur, ou de système sanguin. Toutes les cellules individuelles peuvent vivre par eux-mêmes, mais ils vivent en communauté. Okay? Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça leur permet d'être plus avantagés dans l'environnement. Mais plus tard, quand les systèmes des animaux vivants ont commencé à être de plus en plus complexes, ben, les cellules ont commencé à se spécialiser dans ce qu'ils peuvent faire. Et puis plus tard, quand les organismes sont devenus plus grands et plus grands, les cellules ont dû devenir de plus en plus spécialisées et de plus en plus performantes. Donc, si on prend une bactérie, comment la bactérie mange? Est-ce qu'elle a une bouche, un estomac, un système digestif? Non. Okay. Donc, disons que j'ai monsieur bactérie. Comment la bactérie survit? Bien, la majorité des bactéries vivent dans quel type d'environnement? Humide ou souvent dans l'eau, dans la majorité des cas. Alors, la bactérie va juste flotter dans l'eau. Et puis, comment elle va absorber sa nourriture, ses nutriments? On va le prendre directement de l'eau via sa membrane nucléaire, pas nucléaire, mais sa membrane cellulaire. Sa membrane cellulaire. Donc, elle va juste absorber ses nutriments via, comme si nous autres, on mangeait en absorbant à travers notre peau, notre nourriture. Ce serait vraiment cool. Alors, elle mange directement via sa peau, sa membrane cellulaire. Puis comment est-ce qu'elle sort ses déchets de son corps? Même façon, par sa peau. Donc, la cellule, si elle veut manger, il faut juste qu'il y ait la nourriture dans son environnement. Alors, le voyage, c'est comme, oh, j'ai besoin de la nourriture, l'absorbe. J'ai besoin d'aller à la toilette, ça sort. C'est aussi simple. Okay. Donc, on peut prendre un exemple de ça qui est plutôt actuel. Si vous êtes amateur, et vous êtes encore trop jeune, vous n'avez jamais bu de l'alcool de votre vie, right? Yeah.
Mais si jamais vous êtes amateur de bière ou de vin ou n'importe quel type d'alcool, le procédé est relativement simple. On prend des bactéries, souvent ça va être des levures, des bactéries de levure, qu'on va placer dans un environnement avec un peu de chaleur ou pas trop froid en tout cas. Et puis, tu vas avoir de l'eau, tu vas mettre de la levure, puis tu vas mettre du sucre. Maintenant, quelle sorte de sucre? Ça dépend de quelle sorte d'alcool tu veux. Si tu veux faire du vin, tu vas mettre du sucre sous forme de raisin. Si tu veux faire de la bière, tu vas mettre des sucres sous forme de grains d'orge avec toutes sortes d'autres épices. Si tu veux faire, je sais pas, du vodka, tu vas mettre des pommes de terre. Et ainsi de suite. Okay. Si tu veux faire du whisky, tu mets du maïs. Comment on fait du gin? Je sais pas comment c'est. Oh, oui, aussi, je sais c'est quoi le type de plante. En tout cas. En tout cas, dans tous les cas, on prend du sucre ou de la nourriture qui provient de plantes, puis on le met dedans. Là, on a des bactéries, de la levure, qui vont commencer à prendre le sucre dans l'environnement et la digérer. Puis les déchets que ces levures font, sortent de leur corps, c'est l'alcool. Alors, qu'est-ce qui arrive à la quantité de sucre dans ton mélange sur le temps? La quantité de sucre diminue. C'est-à-dire les bactéries mangent le sucre dans l'environnement. Puis petit à petit, les bactéries digèrent ce sucre et produisent de l'alcool. Ce processus-là s'appelle la fermentation. Alors, les bactéries absorbent le sucre, relâchent sous forme d'alcool. Alors, le taux d'alcool augmente. Plus qu'on veut avoir de l'alcool, plus qu'on faut mettre du sucre. À un certain montant de temps, le problème, c'est que l'alcool, c'est toxique. Ça tue des bactéries. Donc, à un certain point, les bactéries vont toutes mourir parce qu'ils sont après nager dans leurs déchets. Okay? Alors, ils ne peuvent plus survivre. Puis, il n'y a plus assez de nourriture dans l'environnement. Alors, dans ce cas-là, si jamais vous buvez ça directement, comme disons, tu veux faire du whisky, tu goûtes tout de suite après que tes bactéries sont mortes, ça va être du whisky dégueulasse. Ça ne va pas être bon. Okay? En termes de taux d'alcool, ça ne va pas être très, très élevé. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le filtre, tous les vieux morceaux de graines, puis les vieux morceaux de maïs, n'importe quoi. Puis là, on va procéder à une distillation. Dans la distillation, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on évapore l'alcool, puis on garde l'eau liquide, puis on sépare l'eau de l'alcool pour augmenter la concentration. Okay? Mais en tout cas, cette bactérie est un exemple de nutrition qui rentre, qui sort. Maintenant, cette bactérie-là va vivre, puis elle peut absorber par sa peau. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à un certain point, c'est que plus tu deviens grand l'organisme, plus que l'organisme a besoin d'énergie pour vivre, parce que tu deviens plus grand. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on a besoin d'être de plus en plus efficace pour absorber la nourriture de notre environnement. Puis c'est ça qu'on a développé notre système digestif, notre système pour absorber la nourriture. Alors, nous, on ne peut pas absorber notre nourriture via notre peau, on doit avoir notre système digestif. Mais l'important, c'est de transporter les substances entre les bactéries, les cellules. Toutes les cellules ont besoin de manger, que ce soit une bactérie ou toutes les cellules de notre corps, on a tous besoin d'avoir de la nourriture et ils ont tous besoin d'avoir une façon d'éliminer leurs déchets, que ce soit une bactérie ou une pile de cellules comme nous. D'où vient, avec l'évolution, la création d'un système de transport. Alors nous, quel est le système qui nous permet de transporter la nourriture et les déchets du système digestif à toutes les cellules de notre corps? Le système de transport. OK. Je coupe mon doigt, qu'est-ce qui sort? Je coupe ma bedaine, qu'est-ce qui sort? Je coupe mon coude, du sang. N'importe où je me coupe, j'ai du sang qui sort. J'espère. Donc, à la base du sang, si j'ai du sang partout, j'ai des cellules partout, qu'est-ce qui permet à la nourriture et aux déchets de circuler partout dans le corps? Le système sanguin! Bravo! On l'a trouvé. Okay? Alors, le système sanguin, c'est comme le réseau
qui nous permet à la nourriture de se rendre à toutes les cellules de notre corps et aux déchets de sortir de toutes les cellules de notre corps. Si j'ai des cellules à l'intérieur de mon corps, puis ils relâchent leurs déchets, puis j'ai pas de système sanguin, bien, je vais m'empoisonner de l'intérieur à un moment donné, comme la levure dans son environnement. Donc, j'ai besoin d'un mécanisme pour sortir la nourriture. Okay? Maintenant, si j'étais capable de me nourrir via ma peau, ben juste les cellules à la surface de ma peau pourraient manger. Mais toutes les cellules dans mon corps n'ont pas accès à la nourriture. Alors, j'ai besoin d'une façon de distribuer la nourriture et d'accumuler les déchets. Système de transport. Une analogie de notre vie tous les jours, c'est un peu comme un chemin. Le chemin permet le transport de tout dans notre monde. Okay? Alors, c'est comme ça que notre corps permet la circulation. Alors, on transporte des substances via le sang, à travers du corps humain, puis tous les autres animaux complexes. Okay? Le sang fait le tour du corps humain en 1 minute, environ. Forme environ 8% de la masse corporelle pour un volume de 5,5 litres chez un homme et environ pour un homme de 70 kg. En général, plus tu es gros, plus que tu vas avoir de sang. Moins tu es gros, moins tu vas avoir de sang. Intéressant, fait intéressant. Je connais des petites madames, des madames qui ne sont pas grandes, pas grosses, que leur masse est tellement petite qu'ils ne peuvent pas donner de sang. Parce que si tu leur enlèves 1 litre de sang, c'est comme tu leur enlèves 1/5 de leur sang. Là, c'est comme, oh, OK. Donc, pour, par exemple, donner du sang, tu dois avoir une certaine grandeur, une certaine masse pour être capable de fournir du sang. Mais en général, c'est en fonction de la masse et de la grandeur. Puis ça dépend aussi de la génétique. Il y a des gens qui ont beaucoup de sang et des gens qui ont moins de sang. Sang est composé d'un élément liquide qu'on va appeler le plasma. C'est clair, plus ou moins. Puis on a des éléments solides, on a des globules rouges, des globules blanches et les plaquettes. Monsieur, Oui. si t'es gros puis tu perds de poids, tu perds de sang aussi. Si t'es quoi? T'es gros puis tu perds de poids, Oui. tu perds de sang aussi. Ben, tu vas pas perdre ton sang. Ton ratio poids-sang va rester relativement. Va changer, mais tu vas pas perdre. Parce que si tu y penses, plus tu es gros, plus que tu as d'endroits à entreposer du sang. Donc, ton corps va produire le sang que ton corps a besoin. Okay. Alors, puis même une grosse bédaine, là, toute grasse, là, il y a du sang qui circule partout là-dedans. Donc, quand tu vas maigrir, ton corps va juste produire moins de sang. Ben, pas produire, va avoir besoin de moins de sang. OK. Monsieur. Maintenant, une fois que tu donnes du sang, ton corps détecte automatiquement que tu as un déficit de sang. Donc, il va en produire pour atteindre le taux normal. Ton sang se fait renouveler. Du vieux sang qui se fait décomposer, puis tu as du nouveau sang qui est produit de façon constante. Oui, Comment est-ce que ton sang peut produire? Comment est-ce que ça produit? on va voir ça. Oui. La moelle épinière est ce qui contrôle la production du sang. La moelle osseuse, si je me souviens. Le bone marrow? On va voir ça plus en détail dans le futur. So, la première substance du sang, c'est le plasma. Okay? Si jamais vous allez donner du sang, une option, c'est de donner simplement du plasma, qui est l'aspect liquide du sang. Le plasma est important pour certaines personnes. Okay? C'est l'élément liquide dans lequel flottent les éléments solides du sang. Donc, vous pouvez vous imaginer, imaginez qu'on veut faire circuler, disons que j'ai 8 bateaux, puis je veux aller d'une ville à l'autre sur une rivière. Les bateaux vont avoir la difficulté de voyager d'une ville à l'autre s'il n'y a pas de quoi dans la rivière. De l'eau. On a besoin de quelque chose de liquide pour permettre aux gros motons de circuler dans la rivière. Même chose. Plasma, c'est le liquide qui permet le sang de voyager. Okay? Le plasma, c'est une couleur jaune, pâle, presque claire. Contient en moyenne 91,5% d'eau. Qu'est-ce qui contrôle ce taux d'eau? Terrain. C'est bon. 7% de ton plasma, c'est des protéines. 1,5% de sel, des minéraux, des nutriments, des hormones, de l'oxygène et des déchets produits par la cellule. Qui se retrouvent tous dans ton sang. Okay? Alors, fonction,
Le plasma assure la fluidité du sang, permet le sang de circuler et transporte des nutriments, des anticorps et des déchets partout par les cellules. Alors, c'est comme des rivières pour ton corps. Maintenant, il y a des gens qui ont du sang plus épais que d'autres. Puis il y a d'autres gens qui ont du sang moins visqueux. Ouais. Okay. Maintenant, l'épaisseur du sang, ou la viscosité du sang, okay, peut être affectée par des maladies. Si ton sang est trop épais, pensez aux conséquences. Quelles pourraient être les conséquences d'un sang trop épais? Donc, imagine le sang comme de l'eau, et ensuite imagine le sang comme du jello ou comme de la glace. Oui. Il y a comme un hard time de flow. Alors, ton cœur va travailler beaucoup plus fort pour faire circuler ton sang s'il est très épais. Okay? Alors, ça, c'est une conséquence. Et ton sang pourrait bloquer, s'il est trop épais, bloquer des endroits de ton corps. Okay? Surtout si tu as des petits vaisseaux sanguins, le sang va avoir la difficulté de voyager dans un petit vaisseau sanguin si c'est trop épais. C'est comme un slushy. Si tu prends un gros slushy avec une petite paille, bonne chance. Okay? Ça pourquoi tu vas à 7-Eleven, des grosses pailles. Tu vois? OK. Maintenant, pensez à l'autre conséquence. Qu'est-ce qui arrive si ton sang n'est pas assez épais, il est trop liquide? Quelle pourrait être une conséquence? Je circule trop de récipients. Ben, ton cœur va travailler, ça va être facile pour ton cœur, oui. Il y a d'autres conséquences. Si ton sang n'est pas assez épais, tu vas avoir plus de chances à saigner plus longtemps. Parce que ton sang ne va pas s'agglutiner aussi vite. Cette épaisseur va plugger ou colmater des fuites. Okay? Alors, tu veux le sang de la bonne épaisseur. Des gens qui subissent des infarctus, si je me souviens bien. Des infarctus? Non, pas vrai. Un infarctus, c'est une crise cardiaque. Plutôt un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ça, ce que c'est souvent des caillots de sang qui vont voyager puis qui vont se loger dans ta tête, dans ton cerveau, qui va faire en sorte que tu vas... En anglais, on appelle ça un stroke. Là, tu vas avoir une partie de ta face qui va devenir... que tu vas perdre contrôle. Puis après ça, ta cognition va changer. Tu vas dire des mots, mais c'est pas les mots que tu essaies de dire, puis tu vas perdre capacité, tout ça. C'est vraiment, vraiment triste. Mais souvent, ça, pour traiter ça, souvent, on va donner de l'aspirine à quelqu'un, immédiatement, de l'aspirine. Puis l'aspirine est une drogue immédiatement qui éclaircit le sang, qui réduit son épaisseur, qui permet au sang de circuler. Alors, si j'ai un blocage, okay, c'est rare. Si vous avez déjà eu un blocage de toilette, par exemple, okay, c'est rare que le blocage est complet. Et l'eau va circuler, mais vraiment lent à travers la toilette. Alors, si je peux mettre de l'aspirine, je peux réduire l'épaisseur du sang. Au moins, je peux permettre du sang aller alentour du caillot, qui va faire en sorte que tu vas avoir moins de dommages cérébraux ou moins de dommages ailleurs. Alors, l'aspirine, il y a des gens qui vont même prendre de l'aspirine de façon régulière pour éviter cette éventualité-là. Qu'est-ce qui cause qu'un sang est trop épais ou assez épais? Il y a toutes sortes de choses, souvent c'est les hormones, il y a toutes sortes de choses. Je sais pas, je peux pas te dire exactement, je suis pas un médecin. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Oui, alors, l'épaisseur du sang, si on veut diminuer l'épaisseur, on peut augmenter le plasma, la quantité de plasma. Si on veut augmenter l'épaisseur du sang, il faut diminuer la quantité de plasma dans le corps. La prochaine partie du sang, c'est les globules rouges. Hein? Maintenant, les globules rouges, des fois, on va les appeler des hématites ou des érythrocytes. Okay? Des différents noms qu'on va leur donner. Nous autres, on va utiliser globules rouges. Okay? C'est plus facile. Okay? Ce sont des petites cellules qui n'ont pas de noyau. Ils circulent dans ton sang. Okay? C'est les cellules les plus nombreuses de ton corps. Okay? Un homme a environ 5,2 millions de globules rouges par microlitre. Par microlitre! Ça, c'est 10 à la moins 6 litres. C'est combien de millilitres? C'est 1 million de millilitres. Oh, c'est 10 à la moins 3 millilitres. Bien. Okay.
c'est ça, dans moins 3 000 litres. Puis les femmes ont environ 4,7 millions de globules rouges par microlitre. Alors, on va parler de ça un peu plus. Oui? Est-ce que c'est bon avoir plus de globules rouges par microlitre ou est-ce que c'est. Est-ce que les femmes ont moins? Savez-vous pourquoi la raison les femmes en général moins que les hommes? Non. Je vais essayer de vous laisser deviner. Essayer de deviner. Elles aiment pas vraiment avoir. Hein? Non, mais C'est le même. Non. Non, tu as absolument raison, Romain. En général, les femmes sont plus petites que les hommes. Oui, monsieur, Tout aussi simple que ça. c'est la même quantité de litres, de microlitres. So. Oui. Mais plus qu'une femme est plus petite, elle a besoin de moins d'énergie pour vivre. Donc, elle n'a pas besoin autant de globules rouges pour faire le même travail. Parce qu'elle est plus petite. Mais, hey, de 5,2 millions à 4,7 millions, il n'y a pas tant de différence que ça, si on y pense. C'est pas en termes d'envergure. Mais, en général, c'est dû à la masse. Les globules rouges vont vivre environ 120 jours. Okay? Ils naissent dans la moelle rouge des os. Donc, où est produit le sang? Dans la moelle des os. Okay? Ils sont détruits dans le foie ou la rate. Okay? Alors, si j'ai besoin de plus de globules rouges, c'est les os qui vont les produire. Et si j'ai besoin d'éliminer des vieilles globules rouges, c'est le foie et la rate qui vont les éliminer. Et il va prendre les globules rouges, les défaire, les mettre dans le sang, puis là, c'est les reins qui vont faire le filtrage, puis ça va sortir par notre urine. Okay. On va regarder ça un peu plus en détail. Doit produire environ 2,4 millions de globules rouges à la seconde pour remplacer ceux qui brisent et qui sont détruits. On va parler d'une maladie ici. Une maladie, la leucémie. Connaissez-vous c'est quoi la leucémie? Oui, le cancer. C'est quel type de cancer? Du sang. C'est le cancer du sang. Oui. Yeah. Alors, la leucémie, qui est un cancer du sang, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton corps produit des cellules cancéreuses. OK? Maintenant, ça, c'est pas bon, parce que là, ça veut dire que ces cellules cancéreuses peuvent se propager partout dans ton sang, dans ton corps. C'est vraiment pas bon. Tu veux pas la leucémie. Puis je connais une poignée de gens qui ont souffert de la leucémie et qui ont réussi à s'en sortir. Entre autres, je connais une personne qui a eu la leucémie. Elle avait, si je me souviens bien, elle était dans le début de sa trentaine, peut-être la fin de sa vingtaine. Elle a combattu la leucémie pendant des mois et des mois, pendant plusieurs, même des années. Puis à un certain point, puis c'était une madame qui était, on va dire qu'elle est plutôt grosse. Okay? Elle avait de la viande, des os, de la chair. À son pire, elle est allée de peut-être comme 180 livres, 190 livres de masse, jusqu'à peut-être 90 livres. Lors de ses traitements. Et puis, elle a toujours dit, après qu'elle subit ses traitements, puis qu'elle s'est revenue de son cancer, sa leucémie, elle dit, je ne vais jamais me plaindre d'être trop grosse. Parce qu'elle trouvait que quand elle était trop petite, elle pesait 90 livres, ou tu sais, comme 40 kilos, ou whatever. Elle disait, tu t'assois sur une chaise, puis tu as mal aux fesses, parce que tu n'as pas de gras sur les fesses. Ça fait que là, qu'elle se promène avec un petit oreiller pour s'asseoir, puis tu as froid, tu as toujours froid, parce que tu n'as pas de gras. Alors, elle dit, je ne vais jamais me plaindre que je suis trop grosse. Elle, entre autres, elle était malade, et à un certain point à l'hôpital, le médecin dit, tu vas peut-être survivre un autre 2 jours. That's it. Puis elle a réussi à combattre, puis aujourd'hui, elle vit une vie tout à fait normale. Est-ce que une fois que quand tu perds toute ta masse, une fois que tu as commencé le cancer, tu reprends cette masse? Ça dépend de sa nutrition. Ça, tu peux. C'est souvent, la raison pour beaucoup de gens perdent beaucoup de poids lors d'un cancer, c'est parce que les traitements sont vraiment durs sur le corps. Ton corps travaille fort à récupérer et tu perds beaucoup d'appétit. Parce que tes traitements, toutes sortes de médicaments, ton appétit n'est pas super bon.
Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu manges moins, alors tu as tendance à perdre du poids parce que ton corps a besoin de cette énergie. Maintenant, je voulais vous raconter ça parce que quand on traite la leucémie, c'est un cancer du sang, où il produit le sang dans les os, de la moelle rouge. Alors, elle, ce qui veut dire, c'est que ces os produisaient du sang cancéreux. Alors, elle, ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment, puis je ne sais pas comment ils font ça, mais c'est vraiment weird, c'est, tu prends de la moelle épinière, pas la moelle osseuse, et puis, qu'est-ce qu'on fait quand tu subis un traitement de cancer? Ce qu'on fait, c'est qu'on zappe, en principe, on zappe les cellules avec la radiation, et puis on élimine les cellules cancéreuses, puis toutes les cellules alentour, et puis là, le corps rebâtit les cellules pour survivre. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu as une moelle osseuse qui produit des cellules cancéreuses, il faut que tu attaques cette moelle osseuse qui n'est pas bonne. Alors, elles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré la moelle osseuse qui était en santé. Et ils ont fait des traitements de radiation, de chimiothérapie, qui a en principe tué toutes ces cellules dans sa moelle osseuse. Puis là, ils ont pris la bonne moelle osseuse, puis ils l'ont remis dans son corps, celle qui est en santé un peu comme une sorte de nouvelle cellule pour rebâtir le système. Maintenant, quand tu n'as pas ça, ton système immunitaire est comme détruit. Là. Quand tu n'as plus de système immunitaire, tu prends le flou, tu meurs. C'est vraiment pas bon. Donc, ils ont dû faire un transplant de moelle osseuse. Alors, imagine, transplanter de la moelle osseuse, ça veut dire que tu as besoin d'une aiguille qui va à travers l'os. Ça fait mal. Mais il n'y en a pas que t'es anesthésié. Pas toujours. Pourquoi pas? Local, mais ça peut faire très mal. Surtout après. C'est comme ça. C'est comme même si tu es allé au dentiste puis tu fais geler là, après, là, quand ça dégèle, là, ça peut faire mal. Alors, on continue. Les globules rouges, leur rôle. Alors, ils contiennent une molécule à l'intérieur de la globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine permet au sang, à l'oxygène de voyager à travers du corps. L'hémoglobine peut transporter à peu près 500 milliards de molécules d'oxygène. Wow. Donc, beaucoup d'oxygène. Je sais pas comment faire. Ça, c'est juste une hémoglobine. La fabrication ou synthèse des globules rouges, de l'hémoglobine, ça a besoin du fer. Alors, tu as besoin du fer dans ta diète pour permettre à ton corps de produire de l'hémoglobine. Beaucoup des athlètes vont prendre des suppléments de fer pour promouvoir ou pour s'assurer que l'hémoglobine se produit de façon régulière. Parce que si tu y penses, quand tu es athlète, la chose que tu as besoin, c'est d'avoir beaucoup d'oxygène dans ton sang pour avoir beaucoup d'énergie. Donc, si tu peux trouver une façon que ton corps peut produire des plus surplus d'hémoglobine, tu vas avoir plus d'énergie. Le manque de fer peut provoquer l'anémie. Alors, l'anémie, c'est un manque de fer qui veut dire que ton corps ne produit pas assez d'hémoglobine. Alors, dans ce cas-là, tu deviens fatigué parce que ton corps n'a pas assez d'oxygène dans son sang. Et puis, tu peux te sentir vraiment dégueulasse. L'anémie est une réduction de la quantité de qualité de globules rouges. Une personne anémique se plaint de fatigue et s'essouffle au moindre effort. Si chez les femmes, quand vous êtes, si un jour, peut-être, vous allez être enceinte, un des suppléments que les médecins vont vous demander de prendre, ça va être du fer. Parce qu'une femme enceinte produit des quantités incroyables de sang. En termes de sang, tu n'en produis plus que normal. Et puis ça veut dire que tu as une très grande quantité de fer qui est consommée par ton corps. Alors, tu ne veux pas souffrir d'anémie parce que ça, c'est pas bon pour le bébé. Alors, on va demander de prendre des suppléments de fer. Maintenant, on reste avec nos globules rouges. Tu es un athlète et tu veux augmenter le taux de globules rouges pour augmenter la quantité d'oxygène dans ton sang. Ça te donne plus d'énergie dans tes cellules. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme on en a parlé dans les cours précédents, on peut pratiquer notre corps, faire de l'entraînement, n'est-ce pas? De produire de plus en plus de globules rouges. Si ton corps, après un bout de temps, il est toujours fatigué, mais il va dire, OK, j'ai besoin de produire plus de globules rouges, alors tu peux faire de l'entraînement.
Puis une chose qu'on va faire, puis entre autres, c'est très commun dans le cyclisme, c'est triste, mais il y a des gens qui vont prendre des drogues pour augmenter le taux d'hémoglobine dans leur corps. Et puis une des drogues communes pour ça, c'est le EPO, le EPO. C'est une hormone que tu peux absorber dans ton corps, puis ça stimule ton corps à produire des très grandes quantités de globules rouges. Des quantités incroyables. Donc, quand on fait des prises sanguines au Tour de France ou aux Olympiques, une des choses qu'on va tester, c'est la quantité de globules rouges. Puis si on voit que la quantité de globules rouges... Alors, un athlète va peut-être avoir un taux beaucoup plus élevé qu'une personne régulière de globules rouges. Ça, c'est normal. Mais si c'est comme tellement élevé que c'est même pas proche d'un athlète incroyable, c'est comme plus élevé, là, il y a quelque chose qui cloche. Là, t'es comme, ça c'est bizarre. Alors là, ils vont faire d'autres tests pour trouver des drogues, et puis alors, c'est ça, les traitements pour augmenter le globule rouge, c'est une chose que les athlètes de haute performance veulent faire. Alors, si jamais vous allez participer aux Olympiques ou vous faites partie d'une équipe de sport, ça se peut que comme athlète, on va vous demander de faire des prises de sang, puis on va tracker, on va tester vos globules rouges, puis on va dire, oh, ton taux de globules rouges est un peu bas, peut-être on devrait faire entraînement X, Y, Z, ou supplémenter ta nutrition avec éléments X, Y, Z pour s'assurer que ton taux de globules rouges reste élevé pour que tu sois un athlète ayant plus de performance. La prochaine composante du sang, les globules blanches ou les globules blancs, eux, on va des fois leur donner le nom leucocytes. Okay? Environ 7000 par microlitre de sang. Okay? Puis leur fonction, c'est de défendre l'organisme. Ça, c'est notre système immunitaire. Les globules blancs, c'est ceux autres qui attaquent les bactéries qui ne devraient pas être dans ton corps, les virus qui ne devraient pas être dans ton corps. Les autres sont nos soldats. C'est ceux-là qui nous défendent. Oui? Est-ce qu'ils sont plus grands que les globules rouges ou est-ce qu'il y en a Ils sont plus grandes. Ils sont plus grandes puis ils sont plus petites. Ils doivent être grandes parce que s'ils doivent attaquer une grosse maudite bactérie, tu veux que ton bodyguard soit plus grand que les autres cellules. Okay? Donc, ils doivent être grands. Donc, qui tu voudrais qui te défende? Un gros bonhomme de 7 pieds puis 350 livres ou un petit bonhomme de 5 pieds 3 puis 100 livres à peine? Moi, je prends le gros monsieur pour me défendre. Moi, je prends Conor McDavid. Conor McGregor. Big David. Le joueur de hockey avec un bâton de hockey. Slash, OK. On continue. Leur fonction de défendre l'organisme, ils proviennent des cellules souches logées dans la moelle rouge des os, encore une fois, dans la moelle rouge des os. Leucémie, une prolifération incontrôlée des cellules souches. Les globules blancs sont alors immatures ou mal formés et sont donc incapables de défendre adéquatement l'organisme. Alors ça, c'est un peu un petit morceau par rapport aux globules blanches. Intéressant. Disons que vous tombez malade et vous avez une infection. Vous vous coupez le doigt. Puis là, si vous ne nettoyez pas la plaie, vous allez avoir une infection. Alors, qu'est-ce qui arrive dans une infection? les bactéries Alors, une infection, c'est le résultat de quoi? Des bactéries C'est qui des- vont dans ton sang. Des bactéries qui rentrent dans ton corps qui ne devraient pas être là. Alors là, si ton corps, disons que tu t'es coupé, puis il y a des bactéries qui ne devraient pas être là dans ton doigt, ton corps va commencer à envoyer des globules blanches, des globules blancs, à cet endroit du corps pour aller combattre les bactéries. Alors, c'est comme il dit, OK, armée, let's go, on s'en va. Ça fait que tu vas avoir des accumulations de globules blanches dans les endroits où c'est infecté. Avez-vous jamais eu une infection où il y a du pus qui sort? Oui. Et tu coupes, tu as comme une grosse bulle, et tu le coupes, là, c'est du blanc qui sort de là. OK? Ça, c'est des accumulations de globules blanches. Oui, Maintenant, c'est une infection, c'est une indication que il y a quelque chose dans ton corps qui ne devrait pas être là. OK? Dans la majorité des cas, le corps va détruire tout, puis l'infection va disparaître. OK? Mais dans certains cas, l'infection peut être tellement sévère que tu pourrais mourir.
Okay? Alors, dans ce cas-là, il faut prendre des antibiotiques. Oui? Comment ça déroule une bataille d'un globule blanc contre une bactérie? Ben, ils pognent des guns avec 5 des... rounds, 5 minutes. Yeah, à peu près ça. Physiquement, j'ai aucune idée comment ça marche. Ce que de ce que je comprends, ben, je sais pas. Tu pourrais t'imaginer, on pourrait regarder ça un peu plus en détail si ça t'intéresse, mais tu peux t'imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'accrocher aux bactéries et ils vont soit les détruire en détruisant leur membrane cellulaire, en l'ouvrant, puis basically, spill their guts. Ou peuvent les manger. Yeah. Quoi d'autre chose que je voulais dire au sujet des globules blanches? Oui. Alors, une des premières choses qu'on va faire, c'est que, disons que tu es malade, tu ne sais pas pourquoi, puis tu vas au médecin. Un des tests les plus communs que le médecin va faire, ça va être une prise de sang. Si on voit que le taux de globules blancs est plus que 7000 par microlitre, ça veut dire que ton corps est à produire plus de globules blancs que normal. Ce serait une indication de quoi? Leucémie. Non, OK. Ça, c'est typique à l'Amérique du Nord. Oh, j'ai cancer. For sure, j'ai cancer. Non. Non. C'est une indication d'une infection. C'est une infection. Il y a quelque chose qui est dans ton corps qui ne devrait pas être là. Alors, une des premières choses qu'on va faire, quand on fait un test sanguin, on va tester les globules rouges. Est-ce que j'ai assez d'oxygène dans mon sang? Oui ou non? Good. J'en ai? Parfait. Taux de globules blanches, est-ce que j'en ai plus? Si j'en ai plus, ça veut dire que ton corps est prêt à se combattre contre une infection. Si j'en ai pas assez, ça c'est une autre mauvaise chose. Ça veut dire que ton système Est compromis, est très faible. OK. Maintenant, SIDA, Exactement. le VIH. Le VIH, le SIDA, est un virus qui tue ça. Ça, c'est pourquoi le sida n'est pas cool. Tu ne veux pas pogner le VIH. Okay? Alors, si tu te fais infecter par le VIH détruit ton système immunitaire. Maintenant, est-ce que tu peux mourir du VIH? Non. Non. Tu meurs des complications dues au VIH. Donc, si tu n'as pas de système immunitaire, tu peux pogner une grippe commune puis mourir à cause de la grippe. Parce que ton corps n'a aucun système ou mécanisme de défense. Alors, on est encore essayé de trouver une façon de battre ce stupide virus du VIH qui attaque notre système immunitaire. C'est vraiment horrible. Dernière composante du sang, les plaquettes. Bon, c'est plus petit. Il y en a plusieurs. Les plaquettes, eux, vont avoir un nom qu'on va appeler des thrombocytes. Okay? C'est pas vraiment des cellules. Okay? Alors, ils n'ont pas de membrane cellulaire. Okay? Mais ils font partie font partie des autres cellules. Il y a environ 300 000 par microlitre de sang. On en a beaucoup dans notre sang. Les plaquettes sont essentielles au processus de coagulation du sang. Okay? Coagulation du sang et la transformation du sang de l'état liquide à l'état solide. Alors, si vous subissez une coupure, initialement, il va y avoir du sang qui va sortir. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de sang, j'ai peur pour vous autres. Du sang va sortir. Puis quand ce sang va venir en contact avec l'air, le sang devrait coaguler, devenir épais et dur. Puis ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que ça va colmater la fuite, bloquer le trou, arrêter l'infection de rentrer, et ça va te permettre à ton corps de se guérir. Alors ça, pourquoi que tu as une gale, là, tu ne dois pas arracher la gale, c'est pas une bonne chose. Soit le gaz, c'est comme des plaquettes. C'est des cellules, ouais, c'est du sang sec. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que nos plaquettes, une fois exposées à l'air, vont commencer à faire une structure rigide qui va permettre au sang de plugger le trou. Bien sûr, si on se coupe de façon trop profonde, ben, dans ce cas-là, la coagulation ne suffit pas pour arrêter le sang de sortir. Okay? Alors, imaginez, okay,
Imaginez, comment est-ce que je pourrais faire ça comme analogie? De coagulation. Non, mais imaginez une situation de tous les jours. Un petit trou est facilement bloqué par le sang. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est si tu subis une grosse coupure, ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver un moyen de réduire la grosseur du trou pour que le sang puisse bloquer le trou. Donc, des façons de faire ça? Point de suture. Point de suture. Okay? Alors, si tu as une grosse coupure, puis ça saigne en maudit, là, on va mettre des points de suture pour tenir la peau ensemble. Comme ça, le trou, il va encore avoir des trous entre les points de suture, mais ces trous vont être assez petits que le sang va pouvoir coaguler et bloquer le trou. Si c'est trop grand, ça va juste passer à travers. Okay? Le sang, il faudrait qu'il se rende d'un bout à l'autre. C'est trop loin. Alors, point de suture. On pourrait faire d'autres types. On pourrait simplement mettre un ruban, right? Un ruban gommé, comme kind of thing, si on voudrait. C'est vraiment dégueulasse, puis ça pourrait être infecté, de même. On pourrait aussi simplement mettre la pression. Quand on met de la pression sur une coupure, on réduit la quantité de sang qui sort et physiquement, on est prêt à finir le trou. Le seul problème avec la pression, c'est qu'une fois que tu enlèves la pression, là, tu rouvres le trou encore. Alors, ça pourquoi quand on subit une coupure comme ça, disons, tu es dans la forêt, on dit mets de la pression dessus jusqu'à ce que tu arrives à l'hôpital ou que tu peux mettre des points de suture. Okay? Alors, ça ralentit l'éventualité que tu saignes à mort. Okay? Donc, c'est une bonne chose. Okay? Alors, mettre la pression et tenir le trou fermé le mieux que possible, c'est une bonne chose. Et finalement, donc, il faut permettre aux plaquettes de fonctionner. Maintenant, si tu fais un don de sang ou un don sanguin, ça c'est une autre chose que tu peux donner, c'est des plaquettes aux gens. Maintenant, il y a une maladie qu'on appelle l'hémophilie. Vous avez jamais entendu parler de l'hémophilie? Oui. C'est quoi l'hémophilie? Je m'en rappelle plus. L'hémophilie est une maladie qui fait en sorte que ton corps a de très petites quantités de plaquettes. Maintenant, en général, ton corps n'a pas besoin des plaquettes. Il a juste besoin si tu te coupes. Ou même si un vaisseau sanguin pète dans ton corps. Si tu te fais frapper puis tu as un gros bleu, et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as des vaisseaux sanguins microscopiques qui pètent. Donc, le sang coagule dans ton corps, dans un certain sens. Puis là, ça s'arrange. Une personne qui souffre d'hémophilie va probablement pas mourir suite à un bleu. Mais son bleu va prendre une très grande quantité de temps à se corriger ou à se réparer parce que son taux de plaquettes est très, très bas. Maintenant, une personne qui souffre d'hémophilie, qui travaille, puis coupe son doigt dans la cuisine, va saigner pendant très, très longue période de temps. Et en fait, va saigner tellement longtemps qu'il pourrait mourir dû à un saignement en très peu de temps, si il ne va pas chez le médecin. Okay? Alors, les gens qui souffrent d'hémophilie vont porter sur eux quelque chose qui ressemble à une épipène. Dans l'épipène, ou dans la piqûre, il va y avoir une substance avec des plaquettes. Alors, si jamais une personne qui souffre d'hémophilie se coupe de façon très grave, elle va s'injecter avec des plaquettes. Maintenant, il faut que l'injection soit dans le système sanguin, pas juste dans la peau. Okay? Et puis, j'ai en fait quelqu'un dans ma famille qui souffre d'hémophilie, et cette personne m'a dit que c'est une sensation très, très, très dégueulasse quand tu fais ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu mets des plaquettes dans ton sang, puis tout à coup, tu ressens de la chaleur qui voyage partout dans ton corps. Parce que ton sang change d'épaisseur, OK? Ton sang devient plus épais, à cause maintenant il y a plus de stuff. Et puis, apparemment, ça fait extrêmement mal. Et puis là, tout à coup, ton sang va commencer à coaguler un peu mieux. Mais là, il faut aller à l'hôpital vraiment vite pour qu'il puisse
t'arranger parce que sinon tu. OK? Puis apparemment, la douleur est incroyable. Elle est incroyable. Alors ça, pourquoi des gens qui vont souffrir d'hémophilie vont porter des bracelets pour dire à des ambulanciers ou quelque chose, si jamais j'ai l'hémophilie, ça fait qu'ils vont savoir. Il faut donner des plaquettes pour aider la personne. Surtout si tu as des problèmes du saignement interne, bon, tu peux mourir sans le savoir. C'est très important. Les personnes qui sont allergiques aux pâtes d'arachide, comme gravement, il y en a qui ont des épipènes. Oui, mais ça ne contient pas des plaquettes. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, truc? C'est une grosse shot d'adrénaline. OK, on peut parler de ça. On va prendre quelques minutes. Épipène, c'est une shot d'adrénaline. Si jamais vous avez... C'est d'entre vous qui ont une épipène? Pas, non, ils sont tous partis. C'est un épipène. Vous avez sûrement déjà eu la sensation de l'adrénaline. Vous avez presque subi un accident d'auto. Puis là, tu as la sensation que tes jambes sont toutes molles, là, que tu es comme presque mort. Oh, God. Tu as un gros rush, là. Tu es comme... Puis là, après ça, tu te sens tout dégueulasse. Oui, il y a des gens qui sont accros à l'adrénaline. Okay? Surtout les gens qui font des sports extrêmes. Là. C'est comme, moi, je vais sauter par-dessus un hélicoptère avec une motocyclette. Yeah, okay, yeah. Bonne idée. Yeah. Puis ils sautent. Evil Knievel, il a sauté, je pense, 3 hélicoptères. Pourquoi des hélicoptères? Parce que c'est l'affaire qui tourne. C'est plus dangereux. En jonglant des 3 cellules. Donc, j'étais à quoi là? Oh, il y a l'adrénaline. Donc, disons que tu souffres un choc anaphylactique, c'est-à-dire que tu manges, par exemple, des arachides ou quoi que ce soit. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tes vaisseaux sanguins vont commencer à se restreindre. Okay? Ils vont devenir vraiment, vraiment petits. Et tu vas avoir la difficulté à respirer et tu vas enfler. Okay? Alors, quand tu enfles, qu'est-ce qui arrive, c'est que tes muscles deviennent vraiment grands, alors tes vaisseaux sanguins deviennent très restreints. Ce qui veut dire que ton sang ne peut pas circuler comme du monde. Et avec ça, le taux d'oxygène dans ton sang diminue parce que tes poumons ne sont pas capables de faire passer de l'oxygène. Et puis, en tout cas, c'est vraiment pas bon. L'adrénaline fait 2 choses. Ça incite ton cœur de pomper plus fort, donc plus de sang qui circule plus vite. Donc, tu fais en sorte que tu vas survivre plus longtemps. Okay? Et ça éclaircit un peu ton sang, qui permet à ton sang d'aller plus vite dans les plus petits vaisseaux, donc te donner assez d'oxygène. Et l'adrénaline fait une autre chose, ça réduit l'enflure un peu. Okay? Maintenant, court terme. Donc, si tu dois utiliser ton épipène, va à l'hôpital tout de suite. Okay? Pour assurer que tu as des suivis, puis que ton corps peut récupérer, puis ça se peut qu'il faut que tu aies une autre shot d'adrénaline ou d'autres médicaments pour réduire l'enflure. Yeah. So, c'est une grosse shot d'adrénaline. Alors, c'est une solution temporaire pour te permettre de survivre plus longtemps. Yeah. Tu peux pas juste comme, oh, j'ai mangé une peanut, flauk, épipène, puis là, tu continues ta journée. Non. Même chose pour des piqûres contre les abeilles, des affaires de même. Encore une fois, juste l'adrénaline. Maintenant, c'est spécial, c'est bien fait pour le corps, là, c'est pas juste comme... Mais c'est synthétisé, si je me souviens bien, en laboratoire. Puis aux États-Unis, c'est comme 300$ pour un épipène. Puis au Canada, c'est comme 30$. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je vais rien dire. OK. On arrive maintenant au groupe sanguin. On va voir juste si je suis encore après enregistré. Oui, excellent. Les groupes sanguins. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui connaissez votre groupe sanguin? Je connais celui de mon père. C'est quoi celui-là de ton père? C'est au moins. Au négatif. Yeah. Moi, oh, il est chanceux. Il a été chanceux. Chanceux puis pas chanceux. Il donne du sang à chaque. Fantastique. Que ça fasse des choses. OK, on va parler de ça. Donc, les groupes sanguins, il y en existe 8. Il y en existe plus. Il y a des groupes sanguins extrêmement rares, mais en général, il y en a 8. Groupe sanguin A+, B+, AB+, O+, A-, B-, AB-, puis O négatif. Pas A négatif, B négatif.
on va voir tout ça bientôt. La différence entre les groupes sanguins sont microscopiques parce qu'ils contiennent des enzymes à l'intérieur, des facteurs RH+, puis des RH négatifs, ainsi que d'autres différentes structures dans le sang. Les groupes sanguins sont importants à savoir parce que c'est ça qui fait en sorte que, en tout cas, que ton corps reconnaît que c'est son propre sang. Okay? C'est génétique, entièrement génétique. Votre groupe sanguin est entièrement déterminé par le groupe sanguin de vos parents. Alors, si vos deux parents ont un groupe sanguin O, je vous garantis que votre groupe sanguin est O. Okay? Maintenant, le facteur plus et négatif, ça dépend encore aussi de vos parents et ainsi de suite. Puis on va parler de ça un peu plus dans le futur. Alors, les groupes sanguins au Québec, par exemple, la majorité des gens au Québec, à peu près 50%, ont un groupe sanguin 46 de O. 39, c'est O positif, puis 7%, c'est O négatif. A, et ainsi de suite. Très rare, c'est du sang AB. Okay. Mais comme, pourquoi c'est rare? Puisque c'est un trait génétique dans le sang qui, pour qu'il soit transporté, il faut que le corps transporte. Alors, disons que j'ai... comment je pourrais expliquer ça? Tu as le facteur A, tu as le facteur B, puis tu as le facteur positif. Okay? Quand tu as des enfants, ton corps peut donner A, ou B, ou positif, ou n'importe quelle combinaison des trois. Alors, quand tu as des enfants, pour que tu sois AB positif, ou AB négatif, il faut que ton corps, tes parents aient donné le facteur A, le facteur B et positif. Tandis que tes chances d'avoir des enfants sur ça, ton corps va donner un ou l'autre, ou pas toujours les deux. Alors, les chances que tu aies AB négatif ou AB positif sont relativement bas. Puis surtout avec la dispersion, ton partenaire va fort probablement être un A ou un O. Alors, si toi, tu as un A ou un O, il faut que ton partenaire soit B. Puis, alors, en tout cas, statistiquement, les chances d'avoir du AB sont plutôt bas. Mais être dans AB, c'est awesome. Je vais vous dire pourquoi dans le futur. Alors, on va en parler plus en détail, les groupes sanguins. Puis, on va faire un labo sur les groupes sanguins bientôt. Dans notre sang, on a un enzyme, ou une protéine plutôt, qu'on appelle un agglutinogène. Un agglutinogène, okay, est une protéine qui fait que le sang agglutine. Ça veut dire quoi, agglutiner? Devient des motons. Devient des motons, exactement, devient épais. OK? Alors, en regardant ces protéines-là, on peut déterminer quelle sorte de sang que c'est. Alors, notre corps a des agglutinogènes. Alors, un groupe sanguin A va avoir des agglutinogènes A et un agglutinogène RH positif. Okay? Un groupe sanguin A va juste avoir A, mais il ne va pas avoir d'agglutinogène pour le positif. B va avoir agglutinogène B et le RH, ça veut dire positif. Okay? Le B, juste B. Négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de RH dedans. Okay? Et ainsi de suite. Regardez bien celui-ci, au négatif. Aucun agglutinogène. Okay? Ça veut dire, okay, puis on va regarder ça plus en détail. Le sang O négatif, ça veut dire que le sang O négatif ne va pas attaquer d'autres sangs. Okay? Alors imagine que toi, tu as du sang A+. Okay? Si ton corps voit un agglutinogène qui n'est pas ça ou ça, ben il va l'attaquer. Ton sang va devenir d'un moton. Okay? Alors, le O négatif est awesome parce que c'est un sang qui ne contient pas d'agglutinogène. Alors, ton corps peut l'absorber du O négatif et il ne va pas attaquer ton sang. Okay? Alors, O négatif est appelé le donneur universel. Ton corps, si tu as du O négatif, les hôpitaux t'aiment beaucoup.
et la Société du sang canadienne t'adore. Puis ils vont t'appeler à chaque quelques mois. Viens donner du sang, s'il vous plaît. Parce que si tu reçois un patient qui a besoin d'une transfusion sanguine de façon urgente, et puis tu n'as pas le temps de tester son groupe sanguin, donne-lui du O négatif, il va être correct. O négatif, c'est le sang que tu peux absorber de façon universelle. Maintenant, si tu as du sang AB positif, tu es chanceux aussi. Parce que ça veut dire que ton sang peut absorber du A, du B, du AB, du AB+, n'importe quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle un donneur, un receveur universel. Alors, si tu as AB+, le sang de n'importe qui peut rentrer dans ton corps, tu vas être correct. Même le haut? Même le O. On va voir ça plus en détail. Donc, en santé, souvent, on va faire des transfusions sanguines. C'est très commun. C'est le passage d'une quantité de sang d'un individu, le donneur, à un autre individu, le receveur. Un individu peut simplement recevoir du sang avec les mêmes types d'agglutinogènes que son sang possède déjà. Donc, si tu as du sang A+, tu peux recevoir du sang A+, c'est pas un problème. Okay? Alors, si tu as le même groupe sanguin que l'autre personne, fantastique. Okay? Alors, pourquoi? L'agglutinine réagit au contact d'un agglutinogène étranger et provoque l'agglutination et l'hémolyse des globules rouges. Okay? L'agglutinine est un anticorps. On va voir ça plus en détail dans le futur. Donc, l'agglutination est une réaction au cours de laquelle les globules rouges adhèrent les uns les autres et forment un amas qui empêche le sang de circuler. L'hémolyse est la destruction des globules rouges. C'est vraiment pas bon. Si tu te fais avoir une transfusion sanguine avec le mauvais groupe sanguin, tu vas probablement mourir. Tout ton sang va s'agglutiner, puis tu vas des motons, des globules rouges, puis tu vas mourir. C'est vraiment pas bon. Avant qu'on ait découvert les agglutinogènes, on faisait des transfusions sanguines, puis on espérait que ça fonctionne. Puis on savait qu'il y avait des gens qui avaient du sang que tu pouvais donner à tout le monde, puis d'autres gens qui n'étaient pas certains. Fait que c'était très commun que les gens mouraient d'agglutination. Finalement, quand on l'a découvert, ben là, on ne fait plus d'erreur. On est correct. Okay. Alors, le groupe sanguin A contient de l'agglutinine, B qui attaque l'agglutinogène B. Puis on va faire un tableau plus tard pour résumer tout ça. Le groupe sanguin B contient de l'agglutinine A qui attaque l'agglutinogène A. Le groupe AB ne contient ni agglutinine, ni agglutinine A ni B. Et le groupe O contient les deux types d'agglutinine, qui veut dire que ça n'attaque rien. Okay. Donc, si tu regardes ici, j'ai un antigène A, puis celui-là, il y a un antigène B. Alors ça, c'est du groupe A, puis ça, c'est un groupe B. Puis si tu regardes l'anticorps au niveau du plasma dans ton sang, ça, c'est un anti-B, puis ça, c'est un anti-A. Alors, le groupe sanguin A, il va attaquer le B. Right? Il veut tuer le B. Puis le groupe B, lui, il a un anti-A. Il ne veut pas qu'il y ait du A dans le corps. Alors, si jamais quelqu'un du groupe A reçoit du sang B, l'antigène B va attaquer le B et faire l'agglutination. Et ainsi de suite. Donc, si tu as du groupe AB, tu n'as pas d'anticorps. Ça veut dire que tu peux accepter n'importe quel sang. Si tu as du sang O, par contre, ça veut dire que tu as les deux anticorps dans ton sang. Tu n'as pas le droit d'avoir du A ni du B dans ton sang. Tu peux seulement recevoir du O. O négatif, si tu as besoin d'une transfusion sanguine, il y a rien du O négatif qui va te permettre de survivre. Donc, c'est un fantastique sang à donner. Parce que tu ne sais jamais quand tu vas l'avoir besoin.
Alors avec ça, la transfusion sanguine, normalement le sang ne contient pas d'agglutinine RH, puis on va voir ça un peu plus dans le futur. Donc normalement le sang ne contient pas d'agglutinine RH, par contre on va résumer ça un peu plus dans le futur. Par contre, dès qu'une personne du groupe sanguin RH- reçoit du sang RH+, l'organisme commence à fabriquer de l'agglutinine RH qui reste dans le plasma et provoquera l'hémolyse si cette personne reçoit une deuxième transfusion de RH+. Donc, le AB+ est un receveur universel et le O négatif est un donneur universel. Okay. Alors, comment est-ce qu'on peut mémoriser ça? On peut Très simple. Je vais vous montrer un diagramme que vous allez pouvoir recopier. Ça ici, c'est un diagramme qu'un élève m'a montré dans ma première année d'enseignement. Je m'en souviens depuis. Et voici comment on s'en rappelle. Le O peut donner du sang à B, à A ou à AB. A peut donner du sang à AB, B peut donner du sang à AB. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, AB peut recevoir du sang de n'importe qui. B peut recevoir du O, ou bien sûr la lettre en tant que telle, du B ou du O. A peut recevoir du A ou du O. Okay? Et O ne peut recevoir que du O. Okay? Avec le facteur RH positif, okay? En fait, négatif peut donner à négatif et à positif. Et c'est tout. Alors, ça, c'est comment on s'en rappelle. Donc, Alors, sur A peut seulement recevoir du O. ou du A. Ou du A. Ok. Okay? Du B peut seulement recevoir du B ou du O. Okay? Maintenant, il faut que tu passes les deux tests. Okay? Donc, on va faire une couple d'exercices sur les groupes sanguins. Okay? Alors, on se souvient de c'est quoi tous nos types de sang? On a du O positif, on a du O négatif, A positif, A négatif, B positif, B négatif, on a du AB positif et du AB négatif. Okay? Donc, pour commencer, j'aimerais que vous me dites, en utilisant ce test, okay, quel type de sang tu peux recevoir si tu as un type sanguin de A positif? Quels sont les types de sang que tu peux recevoir? On va faire des exercices comme ça.